Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Médien TV. Que faut-il retenir de la rencontre entre Trump et Zelensky? Va-t-on vers un accord de paix durable? C'est le sujet de questions d'actu ce soir. Donc, suite à la rencontre entre les deux chefs d'État ce dimanche, Trump et Zelensky se disent optimistes et parlent de grandes avancées. 90% du plan de paix américain en 20 points approuvés. Certaines garanties de sécurité pour l'Ukraine également approuvées. Des progrès donc certes, mais pas d'annonce majeure. Tout n'est pas réglé. La question du Donbass et d'autres territoires contestés reste un point de friction. La Russie réclame le contrôle de la totalité de la région avec un retrait complet des troupes ukrainiennes. Kiev, de son côté, veut geler la ligne de front sur les positions actuelles sans céder de territoire à Moscou. Zelensky a demandé des garanties de sécurité américaine solides sur plusieurs décennies dans le cadre de cet accord de paix. Justement, en réponse, Donald Trump a suggéré que l'Europe jouerait un rôle majeur dans l'effort de sécurité. Quel bilan peut-on donc faire de cette rencontre? On va justement en parler ce soir avec vous à ma droite. Hassan Saoud, vous êtes expert en sécurité et stratégie. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Et puis à ma gauche, madame Boutseina Ben Salem, vous êtes professeure d'histoire et de sciences politiques. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis monsieur Ali El-Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Saoud. Quel bilan peut-on faire de cette rencontre entre Donald Trump et Zelensky? Sur la forme, ça s'est plutôt bien passé par rapport au 28, par rapport à la dernière, à la Maison-Blanche. Calme, échange de courtoise. On parle d'optimisme en tout cas. Est-ce qu'on peut être optimiste? Oui, des optimistes volontaires, mais il faut quand même être prudent. Les éléments de langage sont courtois, optimistes comme vous dites, avec des projections positives. On parle de 95% de réussite ou d'articles approuvés. Il faut faire attention avec les chiffres parce que de mon point de vue, ce qui reste, ou du moins ce qui est dans le contentieux, est beaucoup plus important que le 90%. Il s'agit évidemment des territoires, il s'agit du problème de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est quand même la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Il s'agit, troisièmement, des conditions de sécurité. Il s'agit des forces qui peuvent s'interposer ou assurer la ligne, le filet de défense, si vous voulez. Et donc, ce sont des éléments majeurs pour qu'on puisse les négliger. Et là, on ne voit pas comment ça va se dérouler. Et dernier point, on attend la réponse russe, parce qu'elle est importante. On a l'impression de traîner en longueur parce qu'ils ont promis de répondre au mois de janvier. Est-ce que c'est des négociations? De mon point de vue, non. On est dans une phase de discussion, une phase d'intermédiation avec beaucoup d'acteurs, mais la négociation, ça commence d'abord avec les parties concernées. Les parties concernées et en l'occurrence les belligérants. Donc voilà. Peut-être qu'on pourra développer un peu. Absolument, vous l'avez dit, des discussions entre plusieurs acteurs, un petit peu trop d'acteurs peut-être qui rentrent en jeu. Donc un optimisme mesuré, en espérant d'être contredit. Un optimisme mesuré et prudent. Madame Ben Salem, justement, ce plan en 20 points, qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'est-ce qu'il prévoit? Bien, avant, il était beaucoup plus lent. Hein. Je pense que c'était 28 points. Maintenant, je pense que c'est 22, 20.
C'est un plan où les États-Unis essayent de trouver une solution parce qu'ils se posent quand même comme, comme un pays qui essaye d'apporter la paix. Mais il y a, comme a bien dit mon collègue, il y a des points qui sont très importants et qui soulèvent des interrogations. Alors, il y a la question de garantie sécuritaire. Hein, c'est ça, c'est très important. Kiev veut des garanties à ce que la Russie ne l'agresse pas après cela. Donc, Trump le plan parle d'à peu près 15 ans et Zelensky a déclaré qu'il a demandé 50 années. 50 ans quand même de garantie. Il y a la gestion de la centrale nucléaire Zaporizhzhia qui maintenant elle est sous le contrôle des Ukrainiens, mais que Trump veut rendre sous le contrôle des Américains et des Russes pour donner de l'énergie, mais aussi pour produire. Il est sous le contrôle des Russes, madame. Maintenant, il est sous le contrôle des Russes, d'accord. Donc j'ai fait une erreur. Et donc Trump veut que ça soit, qu'elle produise du bitcoin aussi, et, tout un plan qu'il a monté quand même. D'où l'importance d'attendre la réponse russe, comme le disait à l'instant M. Saoud. Et puis vous avez aussi l'autre point qui est aussi très important, c'est la question territoriale. Ça, c'est un point extrêmement important. L'Ukraine a une constitution qui est très claire là-dessus. Zelensky ne peut pas prendre cette décision tout seul. Hein. Ça équivaut à trahir quand même le pays. Vous avez les Russes qui, pour eux, c'est une garantie de sécurité pour eux, parce qu'ils voient l'Ukraine et l'OTAN en Ukraine comme une menace existentielle pour eux. Donc il y a aussi la partie russe. Poutine a déclaré à la télévision dernièrement que la question territoriale n'est pas discutable et que si on n'arrive pas à avoir ça par les négociations, on l'aura militairement. Donc il y a vraiment une rigidité sur ce point-là. Donc on est vraiment face à des points qui sont compliqués, qui ne sont pas encore réglés. Au même moment que Trump négocie, vous avez la Russie qui attaque l'Ukraine et ça rend les choses très très difficiles. Hein. C'est vraiment des négociations ou des discussions qui sont assez complexes parce qu'il y a des points sur lesquels les deux côtés sont intransigeants. Et c'est d'où la difficulté de trouver un accord. Surtout après 4 ans de guerre, il y a des sacrifices des deux côtés et personne ne veut paraître comme perdant dans cette question-là. D'où cet optimisme qui doit rester mesuré. On a Vladimir Poutine qui reste inflexible pour le moment, qui reste sur ses positions. Vous le disiez tout à l'heure, M. Saoud, 90% du plan approuvé, mais ça ne veut rien dire en termes de chiffres, parce que les 10% restants, c'est les garanties de sécurité, c'est les frontières et le territoire, donc c'est des questions qui sont épineuses, finalement. Le plus important. Monsieur El Harichi, justement, ces questions épineuses et ces 10% restants, finalement, sont souvent le déclenchement d'échecs futurs potentiels aussi, malgré, soi-disant, les discussions ou négociations actuellement en cours. Je ne dirais pas l'échec des négociations, mais plus ils vont tracer les perspectives d'avenir et le destin de cette région-là. Comment cette région où ces frontières seront limitées et délimitées, articulées entre la Russie et l'Ukraine, et aussi entre la Russie et l'Europe, étant donné que dans les 20 points évoqués, il y a aussi l'intégration de l'Union européenne par l'Ukraine, bon, pas aujourd'hui, mais intégrer le marché européen. Donc, la négociation, quand on parle de 90% de, soi-disant, sur les 20 points qui commencent par la réaffirmation de la souveraineté de l'Ukraine, au 20e point qui parle du cessez-le-feu, il y a 20 grands points qui ont peut-être, par rapport aux garanties de sécurité, déjà dans la déclaration, on parle de 15 ans, c'est-à-dire les États-Unis et aussi les Européens s'impliquent et s'appliquent pour 15 ans, au moins 15 ans, qui est prolongeable. Donc, par rapport aux garanties de sécurité, on peut parler que ce point n'est pas plus ou moins dépassé, étant donné que les États-Unis est garant de ces garanties de sécurité. Par rapport aux 10%. Aux 10%, on peut, comme l'a dit mon cher ami Hassan, il y a le territoire, la délimitation des frontières, et vous l'avez bien évoqué, madame.
sur quelle frontière? On arrive au point 14 qui parle du déploiement, c'est-à-dire du déploiement des troupes à la date de la signature de l'accord. Où seront les troupes russes ou les troupes ukrainiennes, et où il y a 7 ou 8 alinéas au niveau de ce point 14, et surtout pour le Donetsk, pour le Luhansk, pour le Kherson et les autres. Donc c'est ce point-là de territoire qui va être le plus difficile enfin l'un des points où il y a des écueils aujourd'hui, où il y a des obstacles ou des freins pour conclure et finaliser cet accord ou ces négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi par rapport à la centrale, cela aussi a été évoqué, de Zaporizhzhia, où je pense c'est au niveau de quel point, si c'est la centrale nucléaire, c'est au niveau du 12e point, d'entre les 20 qui parlent, qui doit être géré conjointement par les 3 pays, à savoir l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Mais en tout état de cause, moi je pense que même la déclaration des Russes, qui s'est faite après la rencontre de M. Zelensky et du président Trump, ils ont dit que oui, on est dans la partie finale de la négociation. C'est-à-dire que les Russes sont conscients aujourd'hui que l'effort de guerre, ça leur a coûté beaucoup, enfin de part et d'autre, mais les Russes, et que ils ne peuvent pas rester indéfiniment en état de guerre. Et là, je rappelle, cher Maître Raymond Aron, dans son livre, son célèbre livre Paix et guerre entre les nations, dans les relations internationales, il y a toujours la paix et puis il y a la guerre et puis la paix. Et en diplomatie, c'est celui qui a le plus d'outils de puissance et d'outils de négociation et qui va sortir gagnant, à qui profitent les négociations. Il n'y a pas que les Russes et les Ukrainiens, ça profite aussi aux Européens, aux Américains, et chacun voit de l'angle, de l'intérêt qu'il a par rapport à cette crise-là. Donc, on peut dire que les territoires, oui, c'est vrai, c'est un point, la centrale, mais on doit se rappeler qu'en 2014, on était presque dans la même configuration, et la Russie, elle est sortie en ayant la Crimée. Donc, il faut toujours se rappeler dans un contexte géopolitique, un contexte de négociation diplomatique au moment de la guerre va continuer. C'est pas, étant donné que le cessez-le-feu n'est pas encore fait, ce n'est pas quelque chose qui peut nous choquer. C'est tout à fait normal que cela se passe. Ce sont les moyens de pression des uns et des autres. Donc, moi, je suis optimiste dans le sens où il y a beaucoup d'États qui interviennent et qui ont des intérêts que la paix soit rétablie dans cette région. Vous parlez d'une prise de conscience effectivement russe, qu'il faut prendre la situation dans le contexte actuel géopolitique et revenir aussi sur l'histoire, mais on reste tout de même dans une position de Vladimir Poutine qui reste très inflexible, assez rigide. Il parle justement de contrôler, d'un retrait total des troupes ukrainiennes, tandis que Kiev veut figer donc les positions actuelles. Justement, M. Saoud, militairement parlant, est-il possible de créer une zone tampon viable quand on a 2 armées qui sont toutes les deux justement mobilisées sur le terrain et imbriquées sur certaines positions qui sont très contestées? C'est là un des problèmes, comme a dit mon collègue, c'est le contour administratif du Donbass. La Russie a eu des gains territoriaux, mais pas totalement. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un référendum organisé par la Russie sur ces territoires-là, et c'est dans la constitution russe qu'ils appartiennent à la Russie. Et c'est ça qui va faire bloquer parce qu'il a soi-disant été voté. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu un référendum dans les zones... On n'est pas dans la même situation aujourd'hui, en tout cas. Absolument. Et pourquoi cette zone-là? Quand vous regardez la carte... Justement, il y a cette carte. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? C'est la situation actuelle. Le jaune, c'est tous les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Bakhmout, Luhansk, Donetsk, Mariupol, Melitopol, Zaporizhzhia, la centrale, mais pas totalement, et puis vers Kherson. Or, le Donbass
il en reste encore Kherson, partie de Zaporizhia, pas la centrale, Dnipro et Kharkiv. Or, ce sont des régions très riches, avec évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les terres rares et agricoles, etc. Et ce sont ces zones-là que la Russie exige qu'on lui rattache. Deuxièmement, et ça a été dit par mon collègue, c'est qu'on ne sait pas quelle est la configuration de ce tracé-là. Quelle est la zone démilitarisée concrètement? Quels sont les acteurs? Quelle est sa configuration? Quelles sont les distances qu'il faut respecter entre les uns et les autres? Et ça, ce sont des points d'achoppement futurs certains. Et donc, je pense que la position figée de la Russie sur le reste du Donbass me paraît un point qui va faire que les discussions, du moins, pas encore les négociations, je le répète, vont avoir des difficultés à évoluer. Et ça n'engage que votre serviteur. La question est épineuse, effectivement, mais pour rester sur ce point, celui des frontières et du territoire, si l'Ukraine, scénario possible, accepte de ne pas récupérer ces territoires par la force sans pour autant reconnaître leur annexion, est-ce que ça pourrait créer une zone grise? Oui, zone grise, à partir du moment où vous reconnaissez ce qui vous a été pris et que vous dénoncez, vous êtes devant le fait accompli. Il faut savoir... Mais quand on parle aussi de geler la position actuelle, est-ce que c'est pas finalement, ça peut être perçu par le peuple ukrainien comme un échec aussi? Oui, mais transitoirement, c'est possible, le temps que les choses se calment. Mais à mon avis, et je rejoins tous mes deux collègues, je pense que c'est un point important qui risque de bloquer ces discussions-là, tant l'intransigeance des uns et des autres. D'autant plus que pour le président ukrainien, qui l'avait dit hier, il va à la fin soit s'en remettre au peuple, soit au Parlement. Et c'est là où ça devient encore plus difficile. Justement, Madame Benselm, dans ce contexte, Moscou n'a pas toujours forcément intérêt à refuser, ou finalement on a l'impression que la Russie ressort plus ou moins gagnante ou en position de force. Donc est-ce qu'elle a intérêt à signer un accord négocié, ou finira-t-elle par obtenir ce qu'elle veut par la force de toutes les manières? Est-ce qu'elle est en position de force? Avant de répondre, je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit mon collègue. Le président ukrainien, lui aussi, veut demander le référendum pour ces territoires-là. Et il faut savoir que pour lui, les choses sont très compliquées. D'abord, il y a une fracture dans son cabinet. Il y a son bras droit qui est parti sous une affaire de corruption. C'était un peu ce qu'on appelle en anglais le gatekeeper. C'était celui qui menait les négociations, qui le protégeait aussi. Enfin, c'était vraiment son bras droit. Il est parti, il est tout seul. Il est face à un moment historique. Il a bâti son mandat sur le fait qu'on va reprendre tous nos territoires, on va résister. Maintenant, il a beaucoup de pression. Il est seul face à ces pressions-là. Il ne veut pas porter la responsabilité historique d'avoir cédé. C'est pour ça qu'il essaye de manœuvrer dans ce qu'on lui laisse, en essayant d'impliquer le Parlement et le peuple. Et il a beaucoup de courage pour le faire. C'est-à-dire c'est un processus qui prend du temps quand on a un Donald Trump en face qui veut un accord rapide, justement. Il est sous pression, justement, et son grand allié, qui sont les États-Unis, parce qu'il faut savoir que les États-Unis donnaient de la logistique, l'armement, les renseignements, elle s'est retirée parce que sa stratégie a changé. Maintenant, les armes, elles sont vendues aux Européens qui les donnent aux Ukrainiens. Donc, ils ne peuvent pas se défendre sans vraiment le soutien des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de pression. D'un autre côté, vous avez des États-Unis... Il s'en sort, oui. Difficilement, mais il résiste tout de même. Mais c'est la population qui subit tout. Sur le terrain, c'est autre chose. C'est vrai que c'est beaucoup de courage, mais il y a beaucoup de pertes aussi. Et ce n'est pas un réservoir infini d'hommes. Une guerre, c'est quoi? C'est une production d'armement qui roule, et il faut des militaires aussi. Et l'Ukraine ne peut pas soutenir ce rythme-là. Pas un bon réservoir.
Voilà. Donc, vous avez d'un autre côté, vous avez Trump, j'ai vu lors de sa conférence, il donne complètement confiance, enfin, il dit qu'il a confiance à Poutine. Donc vraiment, il le dit, bon, peut-être parce qu'il veut, mais il a dit quand même, hein, c'est quand même un signal fort vers les Russes. Alors, de leur côté, les Russes, ils sont dans une position aussi difficile parce qu'ils voient l'OTAN et l'Ukraine comme une menace existentielle. Ils ont mené la guerre, ils ont fait une propagande politique en disant qu'ils sont en train de se défendre contre l'OTAN et l'Ukraine. Donc, s'ils cèdent sans avoir rien pris, pour eux, c'est quelque chose de... Enfin, ça va soulever des questions aussi, parce qu'ils ont aussi des pertes militaires, ils ont aussi un problème économique à cause des sanctions. Donc, ils sont dans une position difficile. Il y a aussi la question de cessez-le-feu. Les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu. Parce que pour eux, un cessez-le-feu va donner l'occasion à l'Ukraine de revoir ses cartes, aux Européens de se réarmer, de se préparer. Voilà, donc ils veulent vraiment passer directement aux négociations. Ils sont intransigeants sur la question territoriale, puisqu'ils veulent aller plus loin que leur ligne. Donc, vraiment, ils essayent d'œuvrer. Mais je pense que c'est aussi une occasion historique pour eux, ou une opportunité de pouvoir régler un conflit qui s'enlise. Parce que pourquoi ils s'enlisent ? Ils n'ont pas de victoire décisive sur le terrain. C'est vrai mais ils sont tout de même en position de force aujourd'hui. Militairement parlant. Ils arrivent à avancer. La guerre leur a permis de revoir leur armement, parce qu'ils étaient vraiment en état de faiblesse avant. Ils ont fait des alliances, ils ont repris... Donc un accord rapide, c'est aussi dans l'intérêt russe. C'est dans l'intérêt russe, parce que pour eux, cette guerre aussi, elle leur coûte en vie humaine, elle leur coûte stratégique. Et ce n'est pas gagné. Et ce n'est pas gagné, non pas de victoire décisive. Est-ce que l'Ukraine a capitulé ? Non. Non. Donc, comme a dit Mme Boutaina, personne n'en est sorti gagnant valeur aujourd'hui. Oui. Et ils peuvent construire une alliance économique avec les États-Unis. Trump est prêt à travailler avec eux économiquement. Et ça, c'est une occasion. Moi, je pense qu'après la guerre froide, c'est vraiment un rapprochement très intéressant que Trump leur offre. D'où l'optimisme de M. El Harichi, peut-être. M. El Harichi, vous parliez tout à l'heure des garanties sur plusieurs années, donc une quinzaine d'années qui ont été exigées. Trump, qui dans sa déclaration aussi fait appel aux Européens, à une résistance européenne, un investissement européen dans le fait d'assurer justement la sécurité de l'Ukraine. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que l'Europe peut assurer à elle seule la sécurité de l'Ukraine ? Non, pas à elle seule. En fait, c'est une alliance, c'est un jeu politique dans une scène de théâtre où il y a tellement d'acteurs. Mais les acteurs le principal acteur, c'est d'abord les belligérants, c'est l'Ukraine et la Russie, mais aussi les États-Unis d'Amérique. En parlant d'acteurs, et l'Europe qui vient ensuite. L'Europe, il se met sur la voie des États-Unis dans le sens de prouver, puisque l'Europe est touchée par cette guerre. Si on se rappelle, avant un 24 février 2022, le principal fournisseur de l'énergie pour l'Europe, notamment l'Allemagne et les autres pays, c'est la Russie. Donc, et toute cette guerre énergétique et puis tous ces prix qui ont touché, impacté je dirais les marchés mondiaux et qui ont impacté l'économie mondiale. Mais certains pays n'ont pas été touchés. Je dirais, la Chine, dans le sens où il a pu avoir aussi de gaz donc de la part de la Russie, mais aussi les États-Unis, qui est productrice du gaz de schiste et qui envoie donc le gaz sous forme de GNL, de gaz naturel liquéfié, vers Madrid ou vers d'autres pays. Donc, réellement, c'est les Européens qui sont touchés, pas aussi les Européens, donc, qui sont consommateurs de l'énergie russe. Certes, la Russie a payé l'effort de guerre, mais aussi les Européens sont touchés. Donc, ce sont les principaux acteurs. Mais chaque acteur, tout à l'heure, ma collègue Boutaina, il a parlé des États-Unis, donc, qui étaient pourvoyeurs, qui donnaient les armes, qui donnaient des crédits, qui donnaient de l'argent, donc, qui aidait l'Ukraine du temps du mandat passé, le mandat de l'administration donc Biden.
Alors quand Trump, là, si on se rappelle très bien lors des élections, parmi les points les plus importants de Trump, en dehors de la politique interne, c'était aussi de diminuer et de ne pas soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire donner autant d'argent. C'était un jeu, si on rappelle, c'était un enjeu électoral. Et quand Trump arrive au pouvoir, donc il rencontre l'un des principales choses, c'est la paix dans le monde, Gaza et surtout la Russie et l'Ukraine. Donc il rencontre le président Poutine. Et ils sont d'accord sur plusieurs points. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une forme d'intérêt commun des deux pays, qu'il y ait une paix. Mon ami Hassan a parlé tout à l'heure des terres rares. Il y a les terres rares dans cette région-là. Et comment seront-ils exploités par rapport... Et les États-Unis, elle est présente. Et là, donc là, ça part... Justement, Monsieur El-Harichi, le plan prévoit une coopération accrue sur ces ressources minières, de gaz, sur les terres rares. Est-ce que l'Ukraine ne risque pas, pour continuer sur ce point, est-ce que l'Ukraine ne risque pas de passer d'une dépendance sécuritaire à une dépendance économique finalement ? Si on revoit les 20 points, en fait, les 20 points, tout à l'heure, on a parlé du plan Marshall. Il y a presque le plan Marshall dans les 20 points. C'est le point 8 qui parle d'un programme mondial de développement. Avant de vous répondre sur cette question, mondial pour l'Ukraine, et le point 9 qui parle là des Européens et des Américains qui vont mettre de l'argent pour redresser l'économie ukrainienne. On parle même de 200 milliards de dollars pour les Américains et puis pour les Européens. Donc, il y a un plan de redressement de l'Ukraine. Parce que le plus important, après la guerre, il faut qu'un pays, il a des alliés, les alliés de Kiev, qui vont contribuer à ce que ce pays, vous avez parlé de zone tampon, qui a toujours permis dans l'histoire d'être une zone tampon entre, si vous voulez, l'Eurasie et l'Europe. Donc, c'est très important. C'est un point, je dirais, l'une des régions les plus importantes qui a déterminé la géopolitique depuis des siècles et des siècles, donc cette région-là de l'Ukraine. Maintenant, est-ce que l'Ukraine va être dépendante ? Mais l'Ukraine est un des acteurs, elle a des alliés, mais il doit faire des concessions. Donc, les concessions vont être faites parce qu'il ne peut pas rester indéfiniment en guerre, alors que celui qui pourvoyait la guerre, qui donnait de l'aide, c'est retiré, cela a été dit, et ce qui est vrai. Il n'est plus cet allié direct, parce que les Américains, ils ont eu le shutdown l'année dernière, et même cette année pour d'autres raisons. Donc, et parmi les causes, c'était le soutien à l'Ukraine. Donc, elle va faire des concessions. À quel niveau, à quelle mesure les concessions seront faites? Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la Crimée. Sincèrement, quand on lit les 20 points, il n'y a pas de gagnant ou perdant, mais il y a des concessions. La Russie ne sort pas, c'est-à-dire, c'est pas un échec, c'est 4 ans certainement. Il y a eu beaucoup d'efforts de guerre et de résistance. Il y a des élections, d'ailleurs, qui doivent être programmées en Ukraine juste après la signature de l'accord. Quelle sera la situation du pouvoir? Parce qu'on est à combien de mandats de M. Poutine? Au niveau interne, est-ce qu'au niveau interne, il y a une satisfaction des Russes par rapport à l'action? Donc, tout le monde essaie de sortir avec certaines concessions, mais de gagnant soit sur la politique interne de son pays, soit sur le plan économique. Comme j'ai dit, il y a des gagnants. Des concessions certaines des deux parties, en tout cas, attendues. Monsieur Saoud, Emmanuel Macron qui annonce une réunion des alliés de Kiev à Paris prochainement. Quelles attentes par rapport à cela? Est-ce que l'Europe aujourd'hui peut encore peser dans ce conflit? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'une multitude d'acteurs. Est-ce que l'Europe peut encore peser? Tout d'abord, une petite mise au point concernant certains chiffres avancés par le président américain sur l'Ukraine. Il a parlé de 350 milliards de dollars. La réalité des chiffres, c'est valeur aujourd'hui 114 milliards de dollars, moins que l'Union européenne qui a, sur le plan humanitaire, sur le plan militaire et sur le plan financier, le dépasse. L'Europe est aujourd'hui à 167 milliards de dollars, vérifiés. Donc, ce sont des chiffres un peu galvaudés. Vous avez raison de dire qu'il y a une multitude d'acteurs, directs ou indirects. L'Europe, même si à un moment donné,
certains faucons américains ont voulu l'éloigner. Il y a eu la sagesse du secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui a dit que l'Europe compte dans ce conflit-là. Parce que d'abord, ça se passe en Europe, et puis parce que l'Europe est un partenaire pour régler... Oui, on se réunit. Le président français a essayé, puis il y a eu des rounds à Berlin, en France. Il ne faut pas oublier non plus Istanbul. Tout ça pour essayer de régler ce problème-là. Est-ce qu'elle en a les moyens? Oui, à condition de parler d'une même voix, parce que visiblement, il y a des proxys russes au sein de l'Union européenne qui sont en train de gêner et visiblement, on mène une guerre de proxy, d'ailleurs. Et oui, vous avez la Hongrie, vous avez la Tchéquie, vous avez d'autres pays qui nagent ailleurs. Il y a ce problème-là, mais l'Europe, honnêtement, a les capacités de contribuer au règlement de ce problème-là. Parce que d'abord, ils sont là, ils aident, soit sous forme de pays individuels ou sans d'autres choses, mais est-ce qu'ils pourront faire partie d'un éventuel contingent? Je ne dirais pas d'interposition, mais pour assurer le fil de sécurité, je n'en sais rien, mais les Russes sont intransigeants, pas d'armée otanienne. C'est aussi clair que ça. Et donc, l'Europe doit jouer un rôle, elle doit être associée. Et je suis heureux que les Américains, ou du moins le président américain, en ait pris conscience pour réaliser qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Sauf que lui, il est dans le court terme. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. Poutine est dans le long terme. Madame, il est là jusqu'en 2036, si tout va bien. Le président des États-Unis, il a des élections de mi-terme. Et il en a pour 3 ans encore. Donc, donner des délais et donner des dates couperées sur des négociations géopolitiques, économiques, géostratégiques complexes, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Un pari risqué, Madame Nielsen. Pour reparler de l'Europe, c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer, mais il ne faut pas oublier... Est-ce qu'elle joue son rôle aujourd'hui? Le problème pour les Européens, bon, d'abord, ils ne sont pas là, alors, ils ne sont pas sur la table de négociation. Hein. Trump ne les pose pas sur la table de négociation, il les écarte. Ensuite, l'Europe n'a pas vraiment joué un rôle de médiateur. Elle a coupé ses liens avec la Russie en faisant des sanctions, elle refuse de négocier, elle veut une capitulation. Or, ce n'est pas logique. Hein. Vous ne pouvez pas demander à à une puissance comme la Russie de capituler, d'accepter tout. Et même quand il y a eu une tentative de la part de la Turquie pour arriver à trouver un accord, l'Angleterre avait complètement boycotté ça. Enfin, elle est partie dire à Zelensky de ne pas signer ou de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, les Européens, eux aussi, n'ont pas vraiment joué un rôle pour trouver une solution. Ils continuent cette guerre-là. Et et le problème de la Russie, c'est quoi? C'est la neutralité de l'Ukraine. Ils ne veulent pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, ils ne veulent pas avoir l'Europe à leurs frontières, c'est ça. Et c'est tout à fait normal. C'est comme si vous dites aux États-Unis, vous allez avoir la Russie au Mexique. Les missiles russes et des bases militaires au Mexique. Ils vont réagir. Donc il faut aussi comprendre la position russe. Et quand on fait des négociations, il faut faire des concessions. Il n'y a pas de négociation sans concession. Si on reste intransigeant, on ne va pas pouvoir trouver une solution. Or, les Européens ne jouent pas encore sur ça. Il y a un pays qui arrive à discuter avec la Russie et l'Ukraine, qui a de bonnes relations avec les deux et qui fait partie de l'OTAN, c'est la Turquie. La Turquie est le seul qui arrive à jouer ce rôle-là. Alors, je rejoins quand même mon collègue quand il dit que les Russes ne vont pas vouloir d'armée européenne à leurs frontières parce que c'est une ligne rouge. Et je rejoins aussi mon autre collègue qui a dit que, bon,
il y a aussi les politiques publiques qui jouent, il y a la politique interne. Les Européens, c'est vrai qu'ils sont engagés, mais ça leur coûte aussi. Ils ont des crises économiques, ils ont des problèmes internes, et soutenir l'Ukraine incessamment et rester intransigeant, ça va leur coûter à court terme et à long terme. Et justement, Monsieur El Harechi, comment cette Europe aujourd'hui peut-elle jouer finalement son rôle sans être, comme le dit Madame Ben Salem, sans faire partie du processus de négociation? Ça nous amène à se poser cette question finalement, où se joue la paix? Est-ce que c'est à Moscou? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est à Washington finalement? La question se pose. C'est à Washington. C'est à Washington que se joue la paix. C'est à Washington, étant donné que le principal acteur ou soutien de l'Ukraine, c'était les États-Unis. Bien sûr, les Européens étaient là. Et là, je rejoins ce qu'a dit ma collègue, Boutseina. Effectivement, les Européens, ils ont des problèmes économiques aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas ajouter un problème, certes, c'est-à-dire qui pèse sur leur économie, qui est celui de l'Ukraine. Ceci dit, sans, bien sûr, que l'Ukraine devienne cette fois-ci un proxy russe. Ça se joue à Washington. Les Européens, ils font partie de l'équation. Mais la décision la plus importante, il faut que ces trois acteurs, que Washington, Kiev et Moscou, soient d'accord. C'est autour de ces 20 points. C'est pour cela que quand il dit 90% des points sont plus ou moins acquises et ils sont acceptés par les trois, c'est très bien. Il reste les lignes rouges. Et il faut dire que la Russie a gagné, puisqu'on ne parle plus de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. On ne parle plus, même dans les 20 points présentés, il n'y a plus l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, plus à l'Union européenne, et c'est clair, c'était dans l'article 7 de ces 20 points, qui dit l'Union européenne, dans un délai précisément défini, il va bénéficier dans un terme du marché européen. Mais on parle plus de l'OTAN, on parle de l'OTAN juste au niveau, je pense, de l'article 5, où ils disent que les États-Unis, l'organisation de l'OTAN et les États européens peuvent calquer s'il y a intervention de la Russie ou si la Russie envahit l'Ukraine ou le contraire, l'article 5 de l'OTAN peut être appliqué. Et c'est de là où on parle de la garantie de sécurité qui a plus ou moins été acceptée. Donc, mais on parle plus de l'intégration. La Russie a gagné parce que la Russie, à un certain moment, il a perdu tout son voisinage proche. Il y avait deux pays qui sont restés, c'était l'Ukraine et la Géorgie. Parce que les Pays-Bas, la Lettonie, ils sont juste à la frontière de la Russie. Ils appartiennent à l'OTAN aujourd'hui. Mais les deux pays, l'Ukraine, parce qu'il y avait des centrales nucléaires, et puis la Géorgie qui fait dans la base de la conscience des Russes, c'est le pays quand même de Staline, qui faisait partie de la grande URSS, donc de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc déjà c'est un point gagné pour la Russie, mais ça se décide, pour répondre clairement, à Washington. Les Européens vont valider bien sûr selon, ça c'est ma vision des choses, de ne pas être peut-être la même vision par rapport à la même analyse, mais à mon sens, je pense que les Européens, au vu de leurs problèmes économiques, au vu que ce problème-là, la guerre pèse sur leur économie, de point de vue de énergie ou de point de vue effort de guerre et aide et soutien, et de point de vue des sociétés européennes qui tournent vers le radicalisme à droite ou l'extrémisme de l'extrême droite. Les pays ont été cités tout à l'heure qui sont des proxys russes à un certain moment. Donc les Européens vont plus valider, si vous voulez, cet accord. Maintenant, les deux lignes rouges, c'est le territoire à mon sens, c'est le territoire, même pour la centrale, l'article qui propose qu'il soit dirigé par les États-Unis, l'Ukraine et la Russie pour la centrale de Zaporizhzhia, ça peut être résolu. Donc les 10%, c'est quel territoire? Donc au niveau de quel territoire va sortir l'accord? Est-ce que c'est parce que les aides et tout ça, tout le monde est d'accord pour ça. Mais c'est le territoire, et c'est là où les Russes, ou plutôt M. Poutine, est inflexible. Et il veut vraiment les territoires qu'il considère faisant partie de la... Une paix qui se joue, selon vous, M. El Harechi, aujourd'hui à Washington. Vous parlez d'une Russie qui ressort finalement vainqueur de ce conflit. M. Saoud, justement, Moscou peut-elle aujourd'hui, selon vous, accepter
un compromis sans victoire militaire. Est-ce qu'elle ressort finalement réellement victorieuse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le président russe traînera en longueur tout ça. J'espère me tromper. Il va allonger les échanges de discussion, parce que je ne parle pas encore de négociation. Est-ce que, comme l'a accepté le président ukrainien, ils peuvent se mettre à table tous les deux? Loin de moi cette idée, parce qu'il le prend pour quelqu'un d'illégitime. Et vous parlez de prolonger le processus. Est-ce que ce ne serait pas dans son intérêt, justement, au vu de la rapidité avec laquelle Donald Trump veut veut signer cet accord? Est-ce que Vladimir Poutine ne peut pas utiliser cela comme une opportunité pour obtenir ce qu'il veut, justement? S'il obtient ce qu'il veut, est-ce que le président ukrainien va accepter? C'est un autre problème. Il va traîner en longueur et il va surveiller la situation américaine et les élections de mi-terme. J'espère qu'ils n'en arriveront pas jusque-là. Mais il est dans le temps long. Et le président des États-Unis est dans le temps court. Et c'est là tout le problème. Avec évidemment cette obsession de régler tous les problèmes du monde rapidement. C'est la bataille du temps. Il ne faut pas lutter contre. Il faut aller step by step. Où est le problème de la République démocratique du Congo, Gaza, le problème entre le Pakistan et l'Inde? Je pense qu'il faut y aller sans l'obsession d'un enjeu personnel qui est le prix Nobel. Il l'aura un jour. La stratégie du temps long pour M. Poutine, Mme Ben Salem, justement, dans ce contexte, entre cessez-le-feu, guerre d'usure, quel scénario possible aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein. Sincèrement, je ne peux pas vous dire que ça va s'arranger ou ça ne va pas s'arranger. En sciences politiques, on reste très prudent parce qu'il peut s'agir d'une variable qui peut changer le tout. Je rejoins mon collègue quand il dit que il faut rester prudent parce que pour construire une paix, il faut vraiment que le fondement soit bien fait. On voit le cas de ce qui se passe à Gaza, on voit le cas de ce qui se passe ailleurs aussi. Je rejoins aussi professeur Al-Haïchi quand il a dit qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. La Russie aussi, elle a perdu beaucoup dans cette guerre, mais c'est vrai qu'elle est très forte quand il s'agit d'une guerre d'usure. Hein. Elle l'a toujours fait dans son histoire et elle s'en est toujours bien sortie. Donc, et c'est ça le problème. Mais il faut savoir aussi que le président ukrainien, il est intelligent dans le sens où il essaye de montrer qu'il a fait des concessions et il laisse la balle du côté russe. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, ce n'est pas moi. Ce sont les Russes qui refusent. Ça, mais c'est la seule marge de manœuvre qu'il a. Et puis Trump aussi, de son côté, c'est quelqu'un qui renvoie la politique, comme l'a très bien souligné mon collègue, vers sa personne. Donc il y a son caractère qui joue beaucoup, hein, et il veut quelque chose de rapide, mais il ne fait pas de pression sur la Russie. Le seul pays qui est vraiment sous pression, c'est l'Ukraine. La Russie, elle n'est pas sous pression. Et ça ne facilite pas, ça ne facilite pas les négociations. Monsieur Al-Haïchi, le mot de la fin? Oui, effectivement, pour le temps long, il faut dire que la guerre de la Russie et de l'Ukraine, ça a commencé en 2013. C'est en 2013, il y a eu le cas de la Crimée en 2015, ça va prendre encore peut-être du temps, mais aujourd'hui, ceux qui sont sous la pression, effectivement, c'est l'Ukraine parce qu'il n'a pas d'autre choix. L'Ukraine n'a pas les moyens de ses ambitions sans l'aide européenne et surtout l'aide américaine. Les Européens n'ont pas aussi les moyens d'accompagner indéfiniment l'Ukraine sans les Américains. Les Américains ne veulent plus accompagner l'Ukraine dans la guerre, mais plus dans l'arrêt de la guerre, c'est-à-dire dans un cessez-le-feu, parce qu'ils ne gagnent plus de cette guerre. Ils ne gagnent plus dans la paix et ça c'est mon avis. Donc il se peut que ça restera encore quelques mois, mais je pense que c'est presque la finalisation parce que l'Ukraine est sous pression et il n'a plus les moyens de ses ambitions. Une Ukraine sous pression, ça fait que
c'est finalement l'Ukraine qui a le plus à perdre aujourd'hui dans cette stratégie du temps long de Poutine. Monsieur Saoud, qu'en pensez-vous pour finir? Je pense qu'il y a une volonté chez le président américain de réaliser la paix. Maintenant, c'est les moyens et le temps qui me gênent. Sauf que, comme les relations internationales ne sont pas une science exacte, je pense que si le côté russe poursuit dans son intransigeance, je pense qu'il est capable de changer d'avis. Quand vous dites changer d'avis, vous voulez dire quoi? Je pense que le président américain, s'il y a une intransigeance sur certaines dispositions, je pense qu'il est capable de changer d'avis. Il faut faire attention parce qu'il y a la Chine aussi. Il ne faut pas oublier que les Américains ne veulent pas de cette alliance Chine-Russie. Ils veulent vraiment se concentrer. Ils ont complètement changé de stratégie. Ils veulent se concentrer maintenant sur la Chine. Ils veulent travailler leur développement technologique et laisser la Russie sous l'influence. C'est pour ça aussi que Trump veut régler. Il n'arrivera pas à dissouder l'axe Moscou-Pékin. C'est clair, parce qu'ils ont vu s'ils sont tout seuls, ils ont aussi leur intérêt. Absolument. Ils savent que s'ils se séparent aussi... Le voisinage. Voilà, oui. Oui, il y a aussi ça. Il y a beaucoup de facteurs qui les unissent. Oui. Merci à vous en tout cas pour toutes ces interventions. D'abord, Monsieur Hassan Saoud, je rappelle que vous êtes expert en sécurité et stratégie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé, madame. Merci pour votre expertise. Et puis, Madame Boutaina Ben Salem, vous êtes professeure d'histoire et de sciences politiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Et puis, merci à vous également, Monsieur Ali El Harichi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir partagé de débattre avec les collègues et avec vous. Merci. Merci à vous. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.